Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Eh bien, les débats qui commencent désormais à 11h moins le quart. Vous savez, il y a des petits ajustements pour cette rentrée, pas cette semaine. Ça va durer toute la saison. Mettez-vous d'accord, 11h moins le quart, avec aujourd'hui, pour commenter l'actualité, Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour. Vous animez une chaîne de débat, Les Indécis, sur YouTube. Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Heureuse de vous retrouver également. Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et votre dernier livre, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, un dialogue avec Stéphane Rosès, qui est paru aux éditions du Cerf. Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Beaucoup de sujets aujourd'hui, puis je crois que vos coups de cœur et vos coups de gueule vont nous emmener sur d'autres débats également. La rentrée, c'est évidemment l'entretien hier d'Emmanuel Macron avec Hugo Travers. Emmanuel Macron veut repenser les vacances scolaires, il l'avait déjà dit cet été. Ce sondage dans Libération, Marine Le Pen et le Rassemblement national qui se sont banalisés, en tout cas Libé a peur et il nous le dit, plus 10% d'opinion positive, et puis la guerre contre les dealers est-elle perdue? Bref, beaucoup de sujets aujourd'hui à traiter. On va commencer peut-être avec qui on commence? Avec vous, Arnaud. Auto-promo. Oui, c'est auto-promo, c'est un coup de cœur. C'est le prochain numéro de la revue politique et parlementaire. Alors, quel est qui le thème? sort fin septembre, avec un dossier consacré au savant, le politique et le peuple, l'enjeu du siècle. Très Il nous a intéressant. semblé qu'après la crise sanitaire, c'était un sujet qui était on ne peut plus important. Alors en plus, il faut le dire, c'est qu'on organise chaque année un événement annuel à Saint-Raphaël, la Cité des débats, et ça sera la thématique de notre prochain rendez-vous à Saint-Raphaël, qui se déroule le 30 septembre, le 29 septembre, 30 septembre et 1er octobre. Et c'est gratuit? C'est gratuit, bien évidemment. C'est gratuit, bien évidemment. On peut y assister. On peut regarder ça aussi sur le site internet de la revue politique et parlementaire. On a comme partenaire Marianne. Et on a aussi dans ce numéro une interview de Michel Onfray qui est assez intéressante. Michel Onfray, effectivement. Oui. Michel Onfray. Je ne sais pas s'il est toujours sur Sud Radio. Oui, le dimanche. Pardon. Il y va fort en ce moment. Samedi. Oui, il va très fort d'ailleurs. Il va très fort. Un peu fort peut-être quand même. Je vous laisse le découvrir. Absolument. Je n'en dirai rien. Non, mais on va le découvrir. Donc la revue politique et parlementaire qu'on trouve... Qui a 130 ans l'année prochaine. Et qu'on trouve en kiosque. C'est pas si vieux. C'est pas si vieux, 130 ans. Je ne vous pensais pas si vieux. Ah bon. Alex Darmon, coup de fatigue. Ouais, c'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule, c'est un coup de fatigue dès le 5 septembre sur l'histoire de Bastien Chalureau pour la Coupe du Monde de rugby. C'est encore de l'hypocrisie politique. D'ailleurs, je vois pas ce que les hommes politiques viennent faire dans cette histoire. 2 députés de la France Insoumise qui viennent dénoncer la sélection de Bastien Chalureau en équipe de France parce qu'il a été condamné. Alors, il a été condamné en première instance, c'est vrai, pour violence. Pour cette raison, la violence a été justifiée par haine raciale, propos racistes qui auraient été tenus par Bastien Chalureau. Et donc, les politiques ont demandé à ce que ce joueur ne soit pas retenu pour la Coupe du Monde de rugby qui commencera vendredi en France, alors qu'il est quand même sélectionné depuis novembre dernier, qu'on aurait pu, si vraiment on n'était pas d'accord, et c'est un choix, on aurait pu le dire bien avant. Et puis surtout, il a fait appel. Donc en fait, il est encore présumé innocent puisqu'il a été condamné en première instance. Et donc il a fait appel. Il faudra attendre la fin de la décision de justice. Bref, c'est juste un coup de fatigue parce qu'en fait, tout devient politique aujourd'hui. On va en parler dans l'émission avec, je crois, Bernard Arnault encore dans quelques minutes. Tout devient politique. Tout est sujet à faire le buzz. Il n'y a plus aucune mesure sur rien. On accueille dans quelques jours la Coupe du Monde de rugby, qui est quand même un événement important à quelques mois des Jeux Olympiques, qui peut un peu rassembler les Français après les périodes qu'on a vécues un peu compliquées. Et non, il faut encore qu'on trouve quelque chose à redire, qu'on voit un mec de 2 mètres qui vient pleurer hier à la télévision pour dire qu'il est pas raciste. Et en vrai, je vais vous dire, je juge pas, ça se trouve, c'est pas ça se trouve, il a été condamné pour ses propos racistes, mais il a fait appel. Donc laissons aller la décision de justice jusqu'à la fin. Faisons preuve un peu d'intelligence et de retour à la présomption d'innocence qui a complètement disparu
disparu ces dernières années, la présomption d'innocence. Alors, il y avait une commission sur la présomption d'innocence qui avait été lancée par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, avec Elisabeth Guigou, qui l'a dirigée, qui était très intéressante, mais on n'en parle pas assez et on le voit encore sur cette affaire-là. Et donc, juste, voilà, c'est un coup de fatigue parce que moi, je pensais voir un bon match de rugby vendredi soir. J'espérais. Non, mais j'espérais voir une équipe de France de rugby championne du monde et que tout le monde irait dans le même sens. Mais non, là encore, il faut qu'on trouve quelque chose à redire et qu'on fasse en sorte qu'elle soit pas concentrée, qu'elle se prépare pas correctement. Voilà. Oui, alors évidemment, Sud Radio, vous le savez, la radio du rugby, tous les soirs 20h, 21h, François Trio et sa bande, dont Daniel Herrero fait partie, commandent l'actualité du rugby. Donc je pense que évidemment ils en parleront, ils en ont parlé, ils en reparleront. Mais c'est vrai que tout est sujet à controverse. J'étais très, j'en parlais avant, cette histoire aussi autour de d'Éric Dupond-Moretti, qui est allé à Aurillac, où une jeune femme s'est dénudée, s'est baladée seins nus. Elle a été condamnée, enfin elle a eu une amende, donc il y a eu des manifs. Le tribunal a été saccagé quand même, donc il va sur place. Et donc une petite phrase qu'il aurait dite, mais qui en plus se trouve dans le contexte, c'est-à-dire que, enfin, on peut pas m'accuser d'être anti-féministe ni pro Dupond-Moretti, on lui a suffisamment tapé dessus, mais il dit que je sache, enfin c'est dans la conversation, c'est pas à l'antenne, il dit que je sache, j'ai pas vu les journalistes de BFM les seins nus. Non, et je veux dire, c'est dans le contexte, et il y a un échange avec un journaliste qui dit il fait peut-être pas assez chaud, et lui répond il faisait peut-être pas assez chaud, mais c'est totalement anecdotique. Il n'est pas arrivé à BFM pour une interview politique en disant vous avez pas les seins nus les gonzesses. Et Valérie, il y a autre chose. On m'en a parlé des Espagnols. Il y a le fameux baiser. Parce que pour une fois qu'on gagnait, il y avait une équipe féminine. Il y y a le mec qui lui fait un baiser rapide sur la bouche en Espagne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pour une fois qu'on gagne. C'est pas la France, c'est l'Espagne. Pour une fois que les femmes gagnaient, c'est pour ça que je disais on. C'est une compétition féminine. Oui, mais c'est pas une raison. Bon. Alors, extraordinaire, parce qu'il y a eu le quart après, on n'a pas vu les films, on a fait un scandale, etc. C'est comme Blanche-Neige et le baiser volé, quoi. Et dans le quart, il paraît qu'elle disait tout, elle baisse, elles étaient ravies, la fille était enchantée, parce qu'il y a eu un baiser. Bon, d'accord. Après, elles ont toutes démissionné, elles n'étaient pas tout à fait d'accord. Oui, non, mais c'est pas la même chose que du Dupond-Moretti. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est du buzz sur des événements quand même insignifiants. C'est qu'on n'a plus rien à raconter, malheureusement. Cette histoire de Dupond-Moretti, effectivement, en réac, en rentrée politique. C'était l'éditorial de Jean-Michel Apathy. Hier soir, ce qui est scandaleux. Il le traite 6 fois de menteur à l'antenne, alors, et puis il fait un montage en plus arrangé. Enfin, franchement, c'est scandaleux. On n'a plus rien à raconter en vrai. Je vais faire aussi un petit coup de gueule. Hier, j'allume une chaîne d'infos en continu. Premier sujet, il fait chaud. Un bistrotier se plaint de la chaleur en disant il fait chaud. Donc attention au mot bistrotier. Alors un barman, je ne sais plus comment on dit. Un tenancier de bar, un tenancier, je ne sais pas, mais qui a une terrasse et il se plaint en disant il fait chaud pour la terrasse. Il y avait du monde en terrasse. Il y avait du monde en terrasse, c'est ça le truc. Et le journaliste ressort et on voit des gens en train de très agréablement boire un café. Donc il râle. Deuxième sujet, 3 lycéennes en abaya de dos qui râlent contre la décision. Troisième sujet, une carte rouge vive sur il fait chaud en France. Cette actualité anxiogène prise par ce prisme systématique, moi, me terrifie. C'est insupportable. Et l'histoire de Dupond-Moretti, franchement, j'ai trouvé ça d'un grotesque. Non, mais Apathy qui le traite 6 fois de menteur, mais c'est lui le menteur hier soir. Honnêtement, hier, objectivement, c'est lui le menteur et il jette vraiment le doute sur notre profession de journaliste en faisant ce qu'il fait pour une première chronique chez Quotidien. Franchement. Absolument. Sophie, on va continuer. Oui, à propos de menteur, on peut faire le lien aussi. Je demande des excuses de Manon Lescaut. Manon comment Aubry. Oui, c'est ça. Manon Lescaut. Qui a dit, et je n'en peux plus, c'est un coup de gueule, contre les anti-tout, contre les anti-riches, contre les anti-fric, contre les anti-luxe, contre les anti-patrons. Et elle a dit... c'est une honte parce que la somme qu'a versée de 20 millions, excusez du 10 peu... millions. 10 millions. 10. 10. Sophie, vous n'êtes pas précise ce matin. Non, je ne suis pas précise. 10 millions, c'est Manon Lescaut qui m'a troublée. On a dit parce que c'est défiscalisé. Or, ce n'est pas défiscalisé. Donc, LVMH, vous avez mal expliqué c'est mal emmanché votre truc. LVMH a annoncé qui donnait 10 millions pour les Restos du Cœur. Voilà. Et donc, alors, il y a eu énormément de réactions et on va venir sur ces réactions. Mais en attendant, une responsable politique a dit, il fait ça parce que c'est défiscalisé. Et
qu'on critique Bernard Arnault, qu'on critique ça, c'est une chose. Ça, c'est une fausse information. Donc, je trouve invraisemblable qu'une responsable politique ne présente pas ses excuses en disant « je me suis trompé, cette somme n'est pas défiscalisée ». C'est vraiment important parce qu'on vit dans un monde de fake news. Et par rapport à ça, je voulais dire aussi que c'est très intéressant ce qui se passe et que Antoine Arnault a lui-même remis les 10 millions d'euros au Restaurant du Cœur. On a dit qu'il se faisait un coup de com'. Et je trouve ça extraordinaire parce que ça s'appelle donner l'exemple. Vous savez, au sein du mouvement éthique que je préside, à la suite de ça, il y a des boîtes qui ont dit nous, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on va donner aussi. Il a donné l'exemple. Il est allé remettre de l'argent. Alors, il fallait qu'il se cache, qu'il aille en catémini, etc. En catémini. Donc, ça, c'est la deuxième chose qui est invraisemblable. Ensuite, on en profite pour le critiquer. Alors, il y a aussi la tendance, puisqu'ils le donnent, on va exiger maintenant. On va leur prendre plus d'impôts. Ah bon ? Et donc, il y a par rapport à cette attitude, je veux dire, une ambiance qui rejoint d'ailleurs tout ce qu'on voit, en particulier à la télévision, les scandales, etc. On met le doigt sur ce qui est négatif systématiquement. Et ça, c'est invraisemblable. Et dernier point pour les Restos du Cœur. Il ne l'aurait pas fait, on lui aurait reproché de ne pas faire. Mais là, c'est pas assez. Il y a des gens qui calculent le ratio de sa fortune par rapport à ce qu'il donne en disant c'est comme si vous donniez 10 euros. Et Valérie, ce qui est absolument... Alors moi, je suis tout à fait contre que l'État donne au Restaurant du Cœur. C'est une démarche de Coluche, qui est une démarche privée. Je suis d'accord pour que les patrons aient donné de l'argent. Et je pense que l'État, qui passe sa vie à distribuer de l'argent qu'il n'a pas, sous forme de bonus, qu'on nous reprend par ailleurs, ce n'est pas... Qui n'a pas. Oui. Qui n'a pas, tout à fait. Ce n'est pas à l'État d'aller donner de l'argent au Restaurant du Cœur. C'est à l'État de faire qu'il n'y ait moins de pauvres. Bien sûr, oui, c'est ça. C'est tout à fait différent. Oui, quand on l'a évoqué ici, les étudiants, quand on voit des étudiants... Il y a la région aussi qui a décidé de donner Jean-Philippe Dugoin-Clément. Après, là, c'est même pire. Parce que d'une certaine manière, on critique celui qui fait. Tous ceux qui ne font rien, qui ne donnent rien, il y en a beaucoup plus. On n'en parle pas. Et on est sur, je trouve, un glissement absolument terrible de la politique d'une partie des élus LFI. Ce qui était évoqué pour le rugby avec 2 députés qui s'érigent en juge. Parce que première instance, pas première instance, appel, pas appel, condamnation, pas condamnation. Est-ce que ce joueur de rugby mérite une double, une triple, une quadruple peine, mérite une peine qui n'est pas prévue par une sanction de justice? Il y a des députés aujourd'hui qui sont des espèces de sous-marats, de sous-injustes, qui s'érigent en nouveaux guillotineurs et en nouveaux précepteurs de ce que doit être la vie publique ou la morale. Et on a mais vous savez, aujourd'hui, on a monsieur Léaumont qui est qui réhabilite Robespierre dans les députés de la France Insoumise. Et madame Aubry, qui est députée européenne, tête de liste aux européennes de la France Insoumise, qui aujourd'hui essaye de mettre une honte sur un chef d'entreprise qui donne. On est sur, je trouve, une déviance politique malsaine. On va y revenir dans un instant et je vous donnerai la parole. Excusez-moi, parce qu'on est en train de casser aussi les politiques médiatiques. On va y revenir parce que c'est l'heure du journal. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, mettez-vous d'accord aujourd'hui avec Alex Darmon, journaliste politique. Vous animez une chaîne de débat politique sur YouTube, Les Indécis. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et je rappelle votre dernier livre, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples avec Stéphane Rosès, qui est paru aux éditions du Cerf. Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. On va parler d'Emmanuel Macron, super ministre de l'Éducation, puisqu'il a beaucoup d'avis sur l'éducation, en particulier sur les vacances scolaires. Marine Le Pen, qui prend 10 points d'opinion positive dans un sondage via Voice pour Libération. Et puis les dealers, la guerre contre les dealers est-elle perdue? C'est à la une du Parisien ce matin. Mais nous revenions sur ce don qu'a fait Bernard Arnault au Resto du Cœur. Ce matin, c'est Antoine Arnault qui est allé remettre ce chèque et qui a suscité des réactions outragées de la France Insoumise, entre autres, estimant que c'était fait pour défiscaliser. Il y a une auditrice qui me dit mais qu'est-ce qui vous dit qu'il ne va pas défiscalisé? On peut dire des bêtises pareilles. Il y a des règles. Fiscales. Oui, il y a des règles fiscales. Vous ne pouvez pas défiscaliser n'importe quoi. Mais cela dit, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas défiscaliser un don à une association.
Alors peut-être qu'il défiscalisera pas. Je crois qu'il y a un montant maximum ouais, en ça, plus, ouais. et il a annoncé qu'il défiscaliserait pas. Il Donc le après, fera pas. ça sera facile de vérifier. Est-ce que les Restos du Cœur sont... parce qu'il faut aussi que l'association soit reconnue pour être défiscalisée. Je pense que c'est le cas pour les Restos du Cœur. J'en sais rien. C'est plafonné à quelques milliers d'euros. Mais peut-être qu'ils ont choisi de pas défiscaliser. Peut-être aussi qu'ils ont choisi. Enfin, je suis sûre qu'ils ne défiscalisent pas. On félicite tout le monde. Les auditeurs me disent, Stéphane, vous devriez féliciter les plus pauvres qui donnent tous les ans quand ils font leur Mais oui. Et tous les donateurs qui achètent les disques, effectivement, les CD. En tout cas, on ne les flingue pas, au moins. Non, mais là, si vous voulez, il y a quelqu'un qui donne 10 millions au Resto du Cœur plutôt que de s'en réjouir. Pourquoi est-ce qu'il faut dire c'est en gros salaud de riche, quoi. On diffuse une fake news. C'est ce qu'a fait, effectivement. Si vous voulez, la stratégie de LFI ne me surprend pas. Ils sont dans leur couloir. Ils ont décidé d'avoir une pratique de plus en plus radicalisée de leur militantisme. Mais moi, si vous voulez, je modulerai parce que, en fait, c'est une stratégie perdante. On reparlera peut-être tout à l'heure du sondage de la France Insoumise, parce que globalement, leur radicalisation permanente, leur hystérisation du débat public, le côté chienne garde qui est le leur, c'est-à-dire on va essayer de rectifier les conduites morales, politiques, les comportements des uns et des autres. D'abord, ça ne correspond pas du tout à la culture française, qui est quand même une culture très individualiste, il faut quand même le rappeler. Et puis ensuite, je pense que malgré tout, ils se cornérisent de plus en plus, et il suffit de regarder les études d'opinion. Donc, je ne suis pas sûr que pour eux, ça soit forcément gagnant. Par contre, en effet, ils posent un vrai problème à la gauche aujourd'hui. Si la gauche veut se reconstruire, manifestement avec une formation politique comme LFI, qui est quand même devenue dominante électoralement, parce que le problème, c'est qu'ils sont dominants électoralement à gauche, ils imposent leur agenda, ils imposent leur tempo, et ils déstabilisent de plus en plus une offre politique crédible à gauche. Mais bon, ça, c'est le problème de la gauche. Heureusement, il y a Ségolène Royal. Et c'est le problème de LFI. Mais heureusement, il y a Ségolène Royal. Mais il n'y a pas eu d'effet Ségolène, nous a dit hier Frédéric Dabil a fait un sondage. Mais ils sont, pour continuer dans ce que vous disiez, c'est-à-dire que sur l'abaya, sur ce sujet dont on parle depuis une semaine... ils le font pour des raisons électorales. Oui, mais sauf que leurs électeurs sont majoritairement contre le port de l'abaya. Sauf qu'ils ont manifestement un certain nombre de circonscriptions où ils disposent de clientèle électorale qui sont plutôt favorables. Jean-Philippe Ducoin-Clément. Sur l'électorat de gauche, oui. Sur l'électorat LFI, il y a eu quand même, on l'a vu lors des dernières législatives, un communautarisme et un clientélisme communautarisme dans certains territoires, dans certaines communes, dans certaines circonscriptions qui n'avaient jamais eu lieu avant, jamais eu lieu auparavant. Et je pense que LFI est effectivement très très en porte-à-faux par rapport à ça. Ce qui est d'ailleurs absolument dingue, c'est quand on prend les déclarations de Mélenchon il y a 10 ou 15 ans en arrière, quand il était encore républicain, quand il était ministre Jospin, ou l'extrémiste politique qu'il est devenu aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant dans tout ce qui est dit, c'est ces fake news en fait qui sont aujourd'hui librement diffusées par des hommes et des femmes politiques de premier plan. Je prends l'exemple de l'excellent papier chez vous ce matin d'Amien El-Khatmi sur cette école hier on voit des photos sur le compte de Madame Rousseau et qui l'explique très bien ce matin, où il y a des policiers et on nous fait croire que les policiers sont là pour contrôler s'ils portent de la baya ou pas. Je modulerai ce que vous dites. Le mensonge en politique, ça a toujours existé. C'est malheureusement, une pratique qui est vieille depuis que la politique existe. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en effet, le mensonge peut se diffuser beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement que par le passé. C'est-à-dire que vous avez des moyens de diffusion qui, finalement, grossissent de plus en plus le mensonge. Je crois que c'est ça la vraie différence. Et on l'a vu avec le Covid. Allez, c'est reparti, je vais me faire des amis. Oui, mais c'est très important ce que vous dites, Arnaud, parce que c'est justement parce qu'il y a les réseaux sociaux que je pense qu'il y a un nouveau devoir éthique de la presse. Je veux dire, les journalistes, à la limite, eux-mêmes se renseignent sur les réseaux sociaux, sans vérifier forcément, cherchent le buzz pour faire une compétition par rapport à l'audience. Pas tous, je dis les journalistes, bien sûr que non, il y en a des très sérieux qui font leur boulot, mais les médias en général, aujourd'hui, ont un nouveau rôle à jouer. D'ailleurs, la presse écrite le joue mieux, parce que les gens ont plus confiance maintenant dans la presse écrite que dans la presse audiovisuelle, et je pense qu'il faut faire quelque chose absolument là-dessus. Ils ne la lisent pas forcément. Non, ils ne la lisent pas forcément. C'est pas la même, c'est pas la même génération en plus. Jean-Philippe Ducoin-Clément, je vous en accorde deux coups de cœur aujourd'hui. Un cocorico ou un coup de cœur, puisque vous avez vous-même été surpris d'un message que vous avez mis sur les réseaux sociaux qui a fait plus de 2 millions de vues, qui concerne une initiative dans votre commune.
Oui, on parlait tout à l'heure de l'actualité qui est anxiogène, où on ne présente que du négatif, que des choses qui vont pas, des gens qui râlent, qui sont en colère, des problèmes, de la peur. Et moi, j'ai eu il y a quelques jours, on a mis pendant l'été avec une association de la commune des panneaux de sensibilisation routière pour inciter les gens à ralentir avec des chats en balade, traversée de hérissons, pour inciter tout simplement les gens à ralentir, à faire attention à ce qui se passe. Et Brut a fait un petit reportage dessus, et ils en sont entre Twitter, Facebook, TikTok, à plus de 2 millions de vues sur un petit reportage de 3 minutes 30 en l'espace de 2 ou 3 jours. Ça va terminer peut-être à 2,5 millions ou 3 millions. C'est uniquement quelque chose de positif. Et moi, je pense qu'il y a énormément de gens qui n'en peuvent plus de cette actualité anxiogène, qui ont envie de choses un peu naturelles, un peu positives, qui donnent un peu envie et qui se disent que, au fond, on n'est pas dans un monde totalement pourri, totalement noir, et qu'il y a un peu d'espoir. La vérité, c'est qu'il faut trouver des sujets fédérateurs, et les animaux, c'est très fédérateur. Oui, mais les Verts auraient fait des hérissons écrasés, des chats en sang, en disant regardez, on ne respecte pas la nature. Il y a une façon de voir les choses. Je trouve ça très sympathique de faire des panneaux positifs. Absolument. Alors, votre deuxième coup de cœur, là aussi, ça vous concerne? Oui, pour le coup, en tant que maire, c'est les annonces de Gabriel Attal d'abord et d'Emmanuel Macron ensuite. On a tendance à l'oublier, comme on est dans une hyper-présidence, et que lors de son émission sur Hugo Décrypte, il a repris la question de l'uniformisation dans les écoles. Alors, est-ce qu'on parle d'uniforme, de blouse, de tenue normée, peu importe. Mais moi, ce qui m'intéresse dessus, c'est qu'on est dans un État qui, de plus en plus, veut décider pour tout le monde, en disant qu'est-ce qui doit être fait. Et ce qui m'intéresse, c'est que le ministre comme le président ont ouvert la possibilité à des expérimentations. C'est-à-dire de donner la possibilité de choisir, de faire. Alors, on aura, parce que le diable se cache dans les détails, est-ce que, quand on parle de ça, est-ce qu'on parle d'une blouse? Est-ce qu'on parle d'un uniforme? Est-ce que c'est payé par les familles? Est-ce que c'est payé par les collectivités? Est-ce que c'est payé par l'État? Est-ce que ça se décide établissement par établissement, commune par commune, département par département? Ça pose plein de questions. Je voyais un député de la majorité qui proposait de supprimer l'allocation de rentrée scolaire pour la remplacer par un uniforme. Enfin, non mais je plaisante pas. Donc on peut avoir beaucoup de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait de donner la possibilité au territoire d'expérimenter, de tester, d'essayer, parce que les réalités, les problématiques ne sont pas les mêmes en fonction des territoires. Et moi, je pense, pour le coup, en tant que maire, on en a parlé hier soir avec ma majorité municipale à Mennecy, en fonction du cadre qui sera ouvert ou pas par le gouvernement, parce que c'est quand même la question du cadre, on proposera probablement une consultation aux parents d'élèves, aux familles, pour savoir vers quoi ils veulent aller. Et donc vous allez à partir de là tenter... Mais probablement. Après, j'attends de voir le cadre. Encore une fois, est-ce que c'est quelque chose qu'on met à charge des communes? Parce que si on vous dit c'est 200 ou 300 euros de plus par élève, vous multipliez par le nombre d'élèves, est-ce que c'est quelque chose... Mais personne ne le sait. Est-ce qu'on le met à charge des familles? Est-ce que c'est l'État qui le prend d'une manière ou d'une autre? On habille ses enfants, non? Non, mais est-ce qu'on est sur quelque chose de différent pour chaque école, ou qui est totalement linéaire et normé? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est un principe, c'est une idée. Vous savez, c'est comme les idées, tout le monde est d'accord dessus. Ensuite, c'est comment on la met en œuvre. Quand vous parlez de la proportionnelle en politique, les gens vous disent oui. Ensuite, quelle proportionnelle? Comment vous le mettez en œuvre? Incroyable ce que vous dites, ce que vous venez de dire résume la situation en France. Paralysante. Je veux dire, on décide, ça devrait être au directeur de l'école. Pourquoi aller consulter les parents, les enfants, les machins? Moi, je trouve ça bien, les uniformes, moi, quand j'étais petite, j'avais un uniforme. On faisait pas de cinéma. Il y a des écoles qui avaient des uniformes. Mais quand vous amenez un changement aussi important dans la vie mais tout scolaire... est compliqué. Il y en a pour je sais pas combien de temps. Je pense qu'on devrait laisser de la liberté. Non, mais la Baïa, c'est autre chose. Maintenant, si vous avez un passé, c'était des décisions qui étaient beaucoup plus centralisées, qui s'imposaient à tous les territoires. Attendez, il y a strictement rien de compliqué. Ce qui est important, c'est de savoir quel est le cadre réglementaire exact qui sera mis en place. Personne ne le sait. Vous savez, vous dites que il y avait un cadre réglementaire autrefois pour les uniformes. Non, mais vous dites que ça existait. C'était la norme. Vous dites que ça prend du temps. Tout prend du temps en politique quand vous n'avez pas la volonté. Gabriel Attal, on peut lui faire tous les reproches du monde. Il a dit non sur la Baïa, c'est non. Il a fait voter un décret pour les harceleurs qui doivent quitter des établissements. Voilà, ils quittent les établissements quand ils harcèlent. Quand vous voulez faire, vous faites. Et je pense que ça peut aller vite si on pose un cadre. Il faut poser un cadre. Je suis d'accord avec M. Dugonclé. Moi, je suis plus réservé que vous.
c'est-à-dire que je pense qu'on a perdu beaucoup de temps sur ces affaires-là. Oui, beaucoup de Ça temps. fait des années qu'on est confronté à ce problème. Ça fait des années qu'on laisse faire de l'entrisme dans les enceintes scolaires par des mouvements qui souhaitent déstabiliser totalement notre système éducatif et au-delà de notre système éducatif, notre modèle républicain. Emmanuel Macron, bon, c'est très bien qu'ils soient en train de changer, c'est très bien de faire son chemin de Damas, ça il faut l'en féliciter en l'occurrence, mais quand même lui-même a entretenu le doute. Bien sûr. La campagne présidentielle de 2017 est une campagne qui se fait sur finalement la promotion d'un modèle qui est le modèle anglo-saxon, clairement. Moi je me souviens très bien de son discours de Marseille et je n'en veux que pour preuve qu'il a encore hésité il y a 2 ans puisqu'il a nommé un ministre de l'Éducation qui, le moins qu'on puisse dire, qui était opposé à Brigitte Macron qui elle voulait un uniforme. Manquait de fermeté sur les principes républicains. Donc aujourd'hui il se retrouve rattrapé par une réalité. Très bien qu'il avance, très bien qu'il fasse son aggiornamento, mais que de temps perdu. Absolument. On marque une pause. On a déjà débordé largement, mais on se retrouve tout de suite pour continuer ce débat. Tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, le débat continue, ils sont pas d'accord. On parlait donc de cette expérimentation que vous allez faire à Mency, consultation auprès des parents, puisque c'est vrai que l'uniforme revient. Mais sauf qu'on parle de l'uniforme au primaire. Le problème, c'est pas le primaire, c'est le collège, c'est le lycée. Donc je sais pas, est-ce que vous allez réussir à mettre un uniforme à des collégiens et des lycéens? Moi, je ne peux parler que pour ce qui est de compétences municipales, c'est-à-dire les écoles primaires. Ensuite, les écoles, les collèges et les lycées dépendent des départements et des régions. Mais là encore, c'est qu'est-ce que prévoit l'État? C'est là où je disais, il y a un principe qui a été lancé. Principe, moi, comme énormément de gens, j'y souscris. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on le met en place? C'est quoi la règle du jeu? J'aimerais savoir par rapport à ça. Alors, il y en a qui vont râler parmi les auditeurs, mais je suis stupéfaite de voir des jeunes filles ravissantes. Elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent, certes, mais à moitié à poil. Je veux dire qu'elles ont toutes le ventre dénudé, très bien. Non mais c'est important. Il y a une question de tenue. Je pense qu'un ventre dénudé, c'est pas innocent. Elles ont des tenues complètement collantes. Elles mettent les tenues qu'on met pour courir très souvent, qui sont des tenues juste au corps. Et je pense qu'on ne doit pas aller en classe comme ça. Donc au-delà. Non, je suis désolée Valérie. On parle de l'abaya et je comprends très bien qu'on interdise ça. Est-ce qu'on peut pas demander aussi qu'il y ait une tenue correcte? J'ai vu des reportages hier où il y avait à l'entrée un surveillant qui disait tu retires ta casquette, tu mets un gilet. Mais excusez-moi, la question de l'uniformisation, c'est répondre à ça. On focalise totalement sur la question religieuse et laïcité. Mais la question de l'uniformisation d'une tenue scolaire, c'est répondre à 3 problèmes. Les atteintes à la laïcité, d'une part. Les atteintes aux mœurs, au bien vivre. Qu'est-ce qu'on accepte ou pas en termes de tenue, à la correction. Et la 3e chose, c'est répondre à une question financière, parce qu'on sait aussi que c'est un moyen de limiter les marques et donc de limiter les disparités, les moqueries ou la discrimination entre enfants pauvres et enfants riches. Absolument. Mais alors, Emmanuel Macron hier a dit, sans avoir un uniforme, on peut dire, vous mettez en jean, t-shirt et veste, la tenue unique peut paraître un peu moins stricte d'un point de vue disciplinaire. Donc ces tenues uniques, c'est plutôt pas mal. On va avancer dans nos débats. Je signale quand même que le Crédit Mutuel donne 12,5 millions d'euros à la Croix-Rouge et aux banques alimentaires. Donc ce que disait Sophie est certainement assez juste sur l'effet d'entraînement que suscite Bernard Arnault et LVMH. Ça a été le cas pour Notre-Dame d'ailleurs. Ils ont commencé à donner et il y a des milliardaires entre guillemets qui ont fait la course pour celui qui donnait le plus, ce qui est très sympathique. Absolument. Vous reviendrez nous dire ce qu'ont donné vos consultations. Avec plaisir. Voilà. On reste dans l'éducation puisqu'Emmanuel Macron hier s'exprimait donc sur une chaîne YouTube, Hugo Décrypte. Il a évidemment parlé beaucoup d'éducation. Il n'est pas ministre de l'éducation, mais visiblement c'est un sujet qu'il a envie de prendre à bras le corps, Alex Darmon, puisqu'il a parlé des vacances scolaires. Il en avait parlé également pendant les vacances en disant qu'il y avait trop de vacances. Je sais pas qui. Oui, non, mais il l'a annoncé dans Le Point il y a quelques semaines que c'était un domaine réservé, l'éducation nationale, selon lui, au président de la République. Et hier, de toute façon, il parlait aux jeunes sur YouTube, sur la chaîne d'Hugo Décrypte, YouTube et TikTok, sur les deux réseaux. Donc c'était clairement ciblé pour les plus jeunes, avec Hugo Décrypte, l'interview qui a duré à peu près 2 heures, en bras de chemise. Il a fait du Macron, c'est-à-dire que voilà, il a fait beaucoup de jeune, on parle jeune. Ouais, beaucoup de com aussi, voilà, beaucoup de com. Il était pas en uniforme. L'interview était franchement intéressante, bien menée par Hugo Décrypte. On y a appris des choses sur les problématiques des jeunes et sur les vacances scolaires.
Moi, franchement, je l'avais déjà dit la semaine dernière et je le répète, ça m'énerve en fait de dire il faut réduire les vacances scolaires parce que les enfants apprennent moins. Parce qu'ils sont pas là à partir du milieu du mois de juin, ils sont plus à l'école. Mais enfin bon, c'est lui qui a fait la réforme du bac pour que les enfants ne soient plus là à l'école à partir du mois de juin. Voilà, ou à partir du mois de mars ou du mois d'avril. Donc je veux dire, depuis des décennies, on a toujours eu 2 mois de vacances en été. Ça s'est toujours bien passé. Que les enfants apprennent moins. C'est pas parce qu'on va réduire les vacances scolaires qu'on va réussir à faire en sorte que les enfants apprennent mieux. Il faut ramener plus de profs. Moi, je suis très pour, c'est très bien, mais vous avez le droit. Moi, je suis très contre. Mais il y a toute une logique logistique qui va être extrêmement compliquée. D'abord, il faut remplacer les profs. Il faut faire en sorte d'avoir plus de professeurs pour que les enfants apprennent mieux. Les profs ne sont pas d'accord, mais globalement, je suis tout à fait d'accord. La logistique va être très difficile. On n'a déjà pas de profs là. Si en plus on leur explique qu'ils vont avoir beaucoup moins de vacances, on va voir ce que ça donne. Mais il est clair que cette année, je vois bien les enfants, on ne savait plus comment faire pour les occuper. Ils sont livrés à eux-mêmes. Dès le mois de mars, ils ne fichent plus rien. Donc il y a un vrai problème. Et puis je suis d'accord, les remettre après une absence, alors soi-disant ils apprennent plein de choses pendant l'été, je veux bien, c'est trop long. D'ailleurs on est le pays au monde où on a le plus de vacances. Oui, mais on est les plus efficaces aussi, hein. Enfin, on baisse en productivité. Non, mais je parle pas à l'école, parce que ça c'est toujours un procès qu'on fait aux Français, le fait qu'ils aient beaucoup de vacances. Mais c'est aussi les plus efficaces en productivité. Non mais vacances scolaires. Mais d'accord, mais ça veut dire que indéniablement les conséquences, c'est aussi des mentalités françaises où on prend beaucoup de vacances. Ça, vous l'entendez dans les discours aujourd'hui de la part de plusieurs personnes, y compris des patrons d'ailleurs. Et ça, faut reconnaître qu'on a une bonne productivité. Moi, j'ai toujours eu 2 mois de vacances en été et tout va bien. Vous voyez, vous avez toujours eu 2 mois, j'espère pour vous en tout cas, quand vous étiez plus jeune. On a eu plus. Voilà. Et regardez, on est tous autour d'une table. On arrive à débattre. 2 mois et demi. Le problème, il n'est pas sur les vacances. Les vacances, elles font du bien. On est pas placé pour venir. C'est très intéressant ce que vous dites parce que la productivité, c'est pas forcément formidable. Parce que la productivité, on l'a avec des machines, en supprimant des emplois. La productivité française, il n'y a plus de services. D'ailleurs, c'est bravo à Total qui remet des pompistes. Moi, ça m'enchante. Ça, c'est bien. Mais il n'y a plus de service à la personne, il n'y a plus rien. C'est vrai, on est très productif. Je ne sais pas si c'est un objectif à avoir. Jean-Philippe Dugoin-Clément sur ces... En fait, il y a 2 choses. Dans ce que disait le président il y a quelques semaines, c'était beaucoup plus la question de permettre des reprises anticipées sur des enfants en difficulté. Et donc, c'est quelque chose de ciblé sur des gosses qui ont du mal. Et ça va totalement dans le bon sens. Je ne vois pas qui peut dire le contraire. La deuxième chose, il faut que les parents la deuxième chose, et je parle du collège et du lycée, je ne parle pas des écoles maternelles et élémentaires où on va au bout de l'année scolaire, c'est-à-dire en gros entre le 3 et le 10 juillet selon les années. Le scandale absolu dans ce pays, c'est pas de dire qu'il faut raccourcir les vacances scolaires, c'est-à-dire qu'il faut les respecter. Parce que quand vous avez des gosses qui sont au collège ou au lycée, selon l'établissement, y compris quand ils n'ont pas le brevet ou qui n'ont pas le passage du bac, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en terminale première ou troisième, qui n'ont aucune épreuve, entre le 15 mai et le 20 juin, on les fout dehors. C'est-à-dire que les vacances scolaires réelles, elles ne sont pas de 2 mois comme elles doivent l'être, elles sont quasiment de 3 mois. Moi, si je prends l'exemple de ma dernière fille l'année dernière en 6e, fin des cours, on les met dehors le 20 juin. Les vacances scolaires, c'était censé être le 4 ou le 5. C'est-à-dire que c'est quasiment 3 semaines de cours, 2 semaines et demie de cours qui sont enlevés, dont ils sont privés. Donc moi, je veux bien qu'on dise il faut réduire les vacances scolaires, ce qui va être très compliqué par rapport à l'industrie du tourisme, si on se dit les choses aussi de manière totalement claire. Déjà qu'on commence par faire respecter les rythmes et les dates. Et ça, on ne le fait plus depuis des années. Mais sur des vacances ciblées, c'est-à-dire effectivement sur les plus démunis, ceux qui... c'est faire plus, c'est accompagner des stages de soutien. Moi, dans ma commune, on fait des cours de soutien, on fait des stages de soutien. Qu'est-ce qui empêche de le maximiser, de le généraliser pour des gosses qui en ont besoin ou qui le souhaitent? Moi, j'ai le sentiment qu'on est complètement à côté de la plaque et qu'on prend le problème finalement du niveau scolaire par le petit bout de la lorgnette. C'est pas la question des congés qui va être une variable d'ajustement qui va nous permettre de rattraper le retard que l'on a pris depuis des années et des années, et qu'objectif d'ailleurs tous les classements PISA, puisque la France est très mal placée sur les capacités d'apprentissage en lecture, en écriture, en calcul, etc., etc. Moi, je pense qu'il y a plusieurs sujets. D'abord, le premier sujet, c'est d'avoir des enseignants qui soient mieux rémunérés. Donc, il faut avoir aujourd'hui la capacité à rendre plus attractifs ces métiers. Mais pour qu'ils soient mieux rémunérés, il faut aussi qu'ils soient mieux
former, parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas aussi. Si le niveau baisse aussi, c'est parce que aussi, je suis navré de le dire, mais la réalité, c'est que le niveau, je veux dire, de formation des enseignants aussi, malheureusement, a baissé. Et il faut se concentrer, évidemment, sur, aujourd'hui, l'essentiel, c'est-à-dire sur les apprentissages. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 20% des enfants qui arrivent en 6e, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, et qui savent tout juste calculer 2 plus 2. Donc ça, c'est un sujet qui, à mon avis, est fondamental, et c'est pas la question des vacances qui va permettre de rattraper ce Oui, mais c'est pas la retard. question de l'apprentissage des profs, parce que franchement, à ce niveau-là, on peut pas dire que les profs manquent de culture. Je pense qu'il y a aussi... c'est pas leur manquer de respect. C'est un vrai problème de recrutement. C'est un vrai problème de recrutement. Un problème de recrutement. Recrutement à lire aux enfants, franchement. Bah oui, mais c'est un métier. C'est un métier. Mais enfin, j'ai été prof. Allez voir ce qui se passe, le niveau des enseignants. Alors ça, c'est un autre problème. Le niveau des enseignants. Bah si. Le niveau, c'est la formation, c'est les gens qui sont candidats, qui aujourd'hui passent avec des moyennes totalement inférieures. Et puis on paye un objectif qui était très louable. C'était l'objectif de Chevènement, c'est-à-dire 80% d'une classe d'âge. Alors évidemment, ils pensaient 80% en imaginant que ça allait tirer vers le haut. En effet, cet objectif, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le bac est donné à tout le monde. C'est une réalité. Et vous arrivez avec des étudiants qui arrivent en première année à l'université, qui sont incapables de rédiger une copie convenablement. Très bonne tribune d'ailleurs dans Le Monde ce matin. Mon fils faut payer pour pas avoir le bac. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, j'ai pas vu. Cette tribune signée par Anne Jaoui, Jamel Debbouze, personnalité de gauche. Gauche, personnalité grande public en tout cas, qui appelle ce matin le ministre de l'Éducation nationale à mettre l'accent sur l'apprentissage, sur la lecture, le calcul, et qui se dit disponible pour aider à sensibiliser les élèves. On continue à débattre dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le 10h midi avec vous, les débats qui commencent désormais à 11h45 avec aujourd'hui Alex Darmon, Arnaud Benedetti. 10h45, non ? J'ai dit 11h45 ? Oui. 10h45. Voilà, je veux un quart d'heure d'émission. Alex Darmon, Arnaud Benedetti, Philippe Dugoin-Clément et Sophie de Menton. Libération, ce matin, publie un sondage sur le Rassemblement national et Marine Le Pen. Donc, la une extrême droite, le sondage qui fait peur, et donc la popularité de Marine Le Pen a bondi de 10 points en moins de 2 ans. 37% des Français ont une bonne opinion d'elle. Ça revient un petit peu au débat qu'on avait en début d'émission et sur cette gauche populaire qui n'a pas su mobiliser autour d'elle. Mais c'est vrai que le sondage est assez frappant. 50% des personnes sondées ont une opinion négative, mais 37% une opinion positive, ce qui fait 10 points de plus. Et le Rassemblement est plus ou moins crédible que la France Insoumise, plus crédible 36%, compétent 35%, radical 25%, violent 22% et dangereux 18%. Donc on voit bien qu'il faut signaler quand même Libération, qui met une photo monstrueuse en une, qui met le sondage qui fait peur. Extrême droite, je reviens sur le mot extrême, je sais pas, et droite, moi je trouve pas tellement à droite, mais bon. Et ils flinguent. Non, parce que droite c'est pas ça. Ils sont populaires, populistes, mais la droite c'est pas forcément ça. Et c'est quand même 4 pages qui les flinguent à un point incroyable. Bon, très bien. Mais il fallait pas s'attendre à autre chose de Libération. Oui. Non, enfin c'est pas tellement surprenant. Non, mais en plus ils vont contre leur objectif parce qu'à force de flinguer des gens qui sont quand même, ils ont 84 députés, les Français sont pas tous des monstres, ils sont élus, ils ont rien dit de monstrueux depuis pas mal de temps. Enfin, je comprends pas. Oui. Il y a quelques mois dans l'hémicycle, il y a quand même un député RN qui avait interpellé un député LFI par sa couleur de peau en lui demandant de retourner en Afrique. Alors je me souviens de cette histoire, c'était d'ailleurs... il a dit retourne dans ton pays, non, il avait dit qu'il retourne en Afrique, mais en parlant des migrants. Donc on ne savait pas s'il s'adressait à lui ou pas. C'était plus ambigu. Mais plus ambigu que ça. Il n'en reste pas moins que le Rassemblement national. Et puis il n'y a pas 50% des Français qui sont des monstres et des extrémistes. Non, mais moi je dis pas ça, je dis simplement que... Parce que là c'est la façade visible aussi, vous avez les gens qui entourent Marine Le Pen et vous pouvez comprendre que ça puisse faire peur à Libération qui est un journal de gauche. Voilà. Je dis pas que je suis d'accord avec ce titre et que je suis même pas d'accord avec la photo effectivement que je trouve très déplacée. Maintenant la vraie question c'est qui est-ce qui est étonné de ce sondage ce matin ?
Enfin, moi, en tout cas, je suis pas étonné. Je veux dire, Marine Le Pen, elle fait depuis 2022, depuis la fin de la campagne électorale et depuis qu'elle a perdu en 2022, elle fait un parcours presque sans faute, très objectivement. Elle intervient quand elle doit intervenir, elle ne parle pas pour rien dire, elle se comporte politiquement très normalement. Elle dirige un groupe politique à l'Assemblée nationale pour la première fois. Alors je ne sais pas s'il se tient bien, en tout cas il fait de la politique par rapport aux adversaires dans l'hémicycle, donc on n'est pas très étonné. Et puis il faut quand même reconnaître que ça y est, elle a de l'expérience. Malgré tout, ça fait 3 fois qu'elle se présente à l'élection présidentielle. Moi, ça me fait sourire parce qu'elle avait dit qu'elle se présenterait pas en 2027. Bon, bah, on y court tout droit quand même à une candidature en 2027. Ouais. Et vraiment, je vous engage, vous autour de la table et ceux qui écoutez la radio, à faire cet exercice aussi autour de vous. Si vous ne votez pas Rassemblement National à la base, à parler autour de vous avec vos amis, votre famille. De plus en plus de personnes disent aujourd'hui qui réfléchissent à voter Rassemblement National. Ouais, mais vrai, pourquoi ? Parce que ils vous disent, mais on a dit que Marine Le Pen était raciste. Expliquez-nous pourquoi. Explique-moi pourquoi. On me demande ça, mes amis aujourd'hui de mon âge me demandent pourquoi vous dites que Marine Le Pen est raciste. Donc il y a quelque chose qui a été, on parlait de dédiabolisation, pardon. Là, clairement, elle a été réussie elle s'est dédiabolisée elle-même. Hein, voilà. Ça. Mais après, encore une fois, j'insiste sur le fait que moi, c'est économiquement que ça va. Il y a quand même des points autour d'elle. Ça, il faut pas le nier. Il y a quand même des choses qui se passent autour d'elle. Elle est entourée par des gens qui sont quand même dans leur esprit un peu sombre. Alors probablement. On peut laisser parler nos camarades aussi. Ce sondage, pas très étonnant. Aucune surprise dans les résultats de ce sondage. La stratégie de banalisation du Rassemblement national est renforcée depuis même un an parce que le groupe parlementaire RN se tient plutôt correctement à l'Assemblée nationale. Elle a une stratégie de communication qui est intelligente, c'est-à-dire qu'en effet, elle est économe de sa parole, elle n'intervient que sur les sujets qui lui paraissent absolument essentiels. Elle alimente pas le buzz. Manifestement, de ce point de vue-là, le Rassemblement national et sa présidente, son ex-présidente et présidente du groupe parlementaire ont beaucoup progressé. Et puis le gros avantage du Rassemblement national, c'est la seule formation politique qui n'a jamais été au pouvoir. Parce que finalement, quand vous reprenez l'ensemble de l'échiquier politique, le LFI non plus. Monsieur Mélenchon a été ministre. Monsieur Mélenchon a appelé à voter pour Maastricht en 1992. Il le fait oublier largement aujourd'hui. Donc, ils ont cette forme, j'allais dire, entre guillemets, de virginité politique qui fait que, en effet, beaucoup de Français se disent, voilà un parti qui est en train malgré tout de se recentrer, au moins au niveau de sa sémantique et même parfois au niveau de son programme, et ils se disent, pourquoi pas, in fine, essayer, puisque le sentiment qu'ils ont, c'est que tout a échoué. Et ils n'ont pas tout à fait tort. On a quand même beaucoup d'échecs ces 40 dernières années dans les politiques publiques qui ont été menées dans ce pays. Donc, de ce point de vue-là, elle a, en effet, puis elle a gagné en maturité. Elle a gagné en maturité. Elle a pris des mesures, en plus, parfois très radicales au sein de son parti. Elle a quand même exclu son père, ce qui ne devait pas être facile pour elle, quand même. On peut l'imaginer. Donc, tout ça, c'est pour elle. Sans compter qu'il bosse. Des points positifs. Moi, je suis présidente d'un mouvement patronal et on a proposé la même chose à tous les partis. Quand ils téléphonent en disant, voilà, on voudrait savoir pour le pouvoir d'achat ce qu'en pensent les chefs d'entreprise et qui demandent, ils disent on vous met 10 parlementaires, vous nous mettez 10 patrons, on voudrait échanger sur ce qu'on peut faire pour le pouvoir d'achat, on est scotché. C'est le seul parti qui nous consulte. Alors on est allé voir les autres, on les a rencontrés. Surtout ce que montre ce sondage, et ce qui est étonnant, c'est que finalement Libération continue à poursuivre cette stratégie, c'est que la stratégie de diabolisation ne fonctionne plus. C'est le contraire. Donc ils sont perdants deux fois avec leur une. Ils s'adressent à leurs lecteurs. Fondamentalement deux choses. Jean-Philippe Douin-Clément. La première, les sondages, faut les prendre. C'est un thermomètre à un instant T. Si on avait les sondages qui soient parole d'évangile, on aurait eu Lionel Jospin, Ségolène Royal et Alain Juppé qui seraient présidents de la République. Et Balladur. On pourrait en prendre beaucoup. Donc la réalité, c'est un thermomètre à un instant T. Première chose. La deuxième chose, il n'y a rien de surprenant dans ce sondage. Pas plus que dans la une ou le traitement qu'en fait Libération. Libération est un journal politique de gauche. On peut difficilement s'attendre à ce qu'il tresse un collier de louanges à Marine Le Pen. Sur le sondage en tant que tel, moi je reviens sur ce qui a été dit par les uns ou les autres. Au fond, elle bénéficie aujourd'hui de quoi ? Une gestion de la rareté de la parole. Et aujourd'hui, le pays est dans un tel niveau de déliquescence, de manque de confiance en lui, de perte de repères et de perte de valeur, que vous n'avez strictement rien à faire et laisser les choses tomber. Tout de
toute seule. Elle bénéficie de l'extrémisme total de la France insoumise et des Verts, qui notamment à l'Assemblée nationale sont tellement excessifs, tellement haineux, tellement ridicules, qui font passer ces parlementaires pour des enfants de cœur parce qu'ils sont chaperonnés par leurs attachés parlementaires et leurs attachés de groupe. Et puis, d'une certaine manière également, elle bénéficie du fait de n'avoir jamais été en responsabilité. Et comme on est sur une espèce de morosité où beaucoup de Français se disent c'était mieux avant, ça ne marche plus, ils n'ont pas réussi, elle bénéficie de ça. Après, moi je pense que fondamentalement, se dire c'est scandaleux, c'est des extrémistes, etc., il y a des extrémistes terribles autour d'elle. Et quand on dit le père, elle n'a pas fait le ménage. Des Châtillon, des Lousteau sont toujours autour d'elle. Et des gens qui font le salut nazi, il y en a toujours autour d'elle. Donc il faut quand même mettre chose sur ce qu'il y a autour d'elle. Alors ceux-là, on ne les voit pas, c'est qui? Je ne sais pas. C'est son entourage très proche et elle n'a pas fait le ménage autour d'elle là-dessus. Mais la question, ça n'est pas de la mettre à l'exergue, au pilori que fait Libération. C'est de savoir pourquoi est-ce qu'elle progresse. Et elle progresse parce qu'il y a des problèmes dans ce pays et qu'on ne les résout pas, qu'on n'y répond pas collectivement. Et que vous, pardon, les Républicains ou DI, vous n'êtes pas là non plus. Il n'y a pas de réponse apportée par la droite. Aujourd'hui, le centre-droit ou la droite ne sont pas en responsabilité, ne le sont plus depuis la fin du mandat de Nicolas Sarkozy. Enfin, ça fait déjà quand même 2012. Quelques années maintenant. Ça fait plus de 10 ans. Ça fera 15 ans au terme de ce mandat. Et l'effacement qui a été organisé par la montée en puissance de l'AREM, de cet axe central, de ce qu'était globalement la droite et le centre-droit parlementaire, laisse effectivement un champ politique à une droite beaucoup plus radicale. Et l'enjeu pour moi de ces 4 années, qui sont la fin du quinquennat Macron, dans un pays dont le Paris-Centre est totalement à droite, c'est d'arriver à reconstituer une offre politique de droite, centre-droit, républicaine, pas au sens LR, mais républicaine, qui soit crédible, qui soit capable d'être incarné, parce que si on n'arrive pas à avoir ça, à proposer des solutions, pas avoir des résultats, on n'est pas aux affaires, on ne peut pas les avoir. Et bien effectivement, on y va tout droit. Est-ce que le problème, et je comprends que ce soit difficile, n'est pas votre refus absolu? On a l'impression que quand vous donnez un sujet, il faut surtout ne pas être d'accord avec le Rassemblement national. Mais je peux attendez, je finis avec le gouvernement. Je peux, pardon. C'est ce que fait le Rassemblement national, c'est de la politique, Sophie. Oui, mais alors du coup, il n'y aura plus jamais de droite. Non, mais attendez, absolument pas. Mais absolument pas. C'est pas parce que le gouvernement, ça mélange. Le gouvernement, on ne sait pas ce qu'il est. À quoi à droite, à quoi à gauche. Non, vous rigolez. Le gouvernement, économiquement, il est de droite. À l'éducation nationale, on en parle. Économiquement, oui, mais il était étatiste. Donc, il ne fallait pas libéral, en tout cas. Il est étatiste, surtout. Moi, ce qui me gêne beaucoup, il était étatiste par la force des choses. Il a été obligé d'être étatiste. La crise sanitaire, la crise des gilets jaunes, voilà, tout ça, à mon avis, a conduit aux réponses. Oui, mais il est de plus en plus étatiste, c'est terrible. Oui. Mais et alors, enfin, je veux dire. Et alors, l'État qui est lourd, qui coûte cher, conduit à une catastrophe, tu as la responsabilité individuelle. Il y a un sujet dont personne ne parle, c'est la dette publique. Hein, quand même. Mais absolument. C'est le problème essentiel, à mon avis. Essentiel. Voilà, c'est tout. Bon. Juste pour Marine Le Pen, elle bénéficie aussi d'une chose qui est très importante, c'est qu'elle est l'opposition. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'opposition apparaître dans l'hémicycle. Ce qu'ils appellent l'arc républicain. Non, l'opposition, pour moi, elle est l'opposition au gouvernement. Mais il faut être tout à fait honnête. On parle de politique. Citez-moi une proposition du Rassemblement national que vous retenez. Moi, je vous demande ce matin. L'uniforme, tiens. Non, mais c'est l'uniforme. L'uniforme, c'est comme ça ce qui vient. Mais l'uniforme, c'est pas que le Rassemblement national. Il faut arrêter. C'est pas parce que le Rassemblement national dit quelque chose que les autres ne l'ont jamais dit ou ne le disent pas. Et en fait, il y a une espèce de vampirisation de la vie politique par le Front national. À l'esprit, effectivement. L'uniforme, c'était Jean-François Copé à l'époque. Il y a Jean-François Copé qui en a parlé il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'il a pris à l'époque? Mais voilà. Ils ont pris beaucoup de positions sur l'immigration. C'est pas que je partage pas forcément, mais ils ont pris des historiquement, c'est eux qui ont porté l'enjeu migratoire. Oui, c'est eux qui l'ont porté. Pub et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettez-vous d'accord avec vous jusqu'à midi. Peut-être on parlait du gouvernement et de la manière dont ils allaient pouvoir gérer effectivement les finances, mais peut-être avant revenir sur une annonce qui a été faite par Emmanuel Macron hier. Il voudrait que chaque enfant plante un arbre. Oui. Tous les élèves de 6e en France plantent un arbre.
C'est charmant. C'est bien, c'est de l'écologie, vous plaignez qu'il n'y avait rien. Qui va payer l'arbre? Est-ce qu'on le plante? Les autorisations, les décrets? Mais à la limite, ça... Quel arbre? Il y a de la discrimination sur les arbres? Non, mais ça se fait. La réalité, c'est que c'est déjà des choses qui se font assez souvent. Il y a énormément de plantations d'arbres qui sont assurées par les communes, mais par tout les bébé qui naît un arbre. Non, mais par les départements. Non, ça se fait pas systématiquement. Et le problème, quand vous plantez un arbre, en fait, il est double. Quand vous l'attachez à une personne, je veux couper mon arbre. Non, mais c'est si l'arbre meurt. Quand vous avez effectivement, et on a un taux d'arbres qui sont plantés qui ne tiennent pas, qu'il faut changer, remplacer. Quand vous plantez un arbre sur un bébé, est-ce que l'arbre meurt? Est-ce que vous le remplacez? Comment est-ce que ça fonctionne? Et ensuite, qui l'entretient? La réalité, c'est que c'est des choses à faire. Non, mais c'est des choses qui vont dans le bon sens. On parlait tout à l'heure de nouvelles anxiogènes. Effectivement, renaturer, planter des arbres. Mais sur le fond, c'est pas ce qui va changer le monde. Et si on va au-delà de ça, c'est déjà des choses qui sont déjà souvent portées par les communes ou les départements. Là, on est un peu sur du greenwashing et du recyclage. Mais pourquoi pas? Oui, mais ça n'est, comment dire, j'allais dire, c'est pas intéressant. C'est très bien, mais c'est pas intéressant. Non. Je veux dire que on peut le suggérer, on peut imaginer, mais là, c'est pas le président de la République qui dit j'ai un projet. C'est pas du niveau du président. C'est dans un échange, il fait une interview pendant une demi-heure. Pour les jeunes sur TikTok. Le problème de Macron, c'est qu'il parle trop. Et donc, comme il parle trop, moi, c'est ça qui me frappe. C'est bon, il est interviewé par Hugo Décrypte. Mais quel est l'intérêt finalement de cette interview? Si, c'est de toucher les jeunes. Alors, oui, mais enfin, toucher les jeunes, c'est pas la première fois qu'il essaye de toucher les jeunes. Il avait fait avec McFly et Carlito, il avait fait, rappelez-vous, déjà une vidéo. Il a donné un entretien à Pif Gadget. Donc, l'électorat jeune, ça fait plutôt, je veux dire, des années et des années qu'il essaye de le cibler. Et je suis pas sûr d'ailleurs que les jeunes votent forcément pour Emmanuel Macron. En tout cas, dans les 18-24 ans, c'est pas aujourd'hui à ce stade probant. C'était plus probant en 2017. Qu'il fasse pour aller dans ce sens-là. Mais alors après, il annonce fasse confiance à ses ministres. Je suis désolée, par exemple, on est en place sur l'éducation nationale. On a un ministre, moi, qui pour l'instant, je trouve, fait plutôt à sans faute. Il se débrouille bien. Bon. Qu'est-ce que fait le président de la République? Il récupère le sujet tout de suite, sur les vacances, etc. Pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas son ministre de l'Éducation nationale continuer et s'occuper du sujet? Il peut partir en vacances, le président de la République, toute l'année, et puis rien dire. Les vacances, objectivement, les vacances, c'est de la récupération sur Édouard Philippe. C'est Édouard Philippe le premier à en avoir parlé, à en avoir fait un thème de pré-campagne au moment de 2022. Et voilà, c'est comme sur l'Algérie, c'est pas le même sujet, mais c'était pareil. C'est des thèmes qui rassemblent, que les Français comprennent très vite, parce que ça les concerne tout de suite. Donc il fait pas de la récupération, le président de la République, en gros. Et je pense même que, à mon avis, on peut dire ce qu'on veut, mais je pense pas que Gabriel Attal sur la Baïa, il prenne la décision tout seul. Bien sûr que non. Allez hop, c'est moi qui vais l'annoncer. Il en parle avec le président de la République. Oui, mais on a l'impression que c'est lui, ce qui est déjà bien. Oui, non, mais je dis pas qu'il a pas. Et je trouve qu'il devrait miser sur son ministre. Je pense qu'il se rend pas compte, mais le fait, pas suffisamment. Il reprend un sujet d'éducation nationale en pleine rentrée, il le pique à son ministre. Ouais. Ben oui, mais bon. Et donc, planter un arbre? Où est-ce qu'il va les planter? Parce que moi, ça m'a fasciné cette information. Mais planter un arbre, vous ne pourrez pas le faire sans les communes. Là encore, on en revient. C'est pas depuis l'Élysée que vous pouvez décider. Planter un arbre, il faut des terrains, des espaces. Généralement, c'est des espaces publics qui vont être communaux, départementaux. Et ça veut dire, c'est travailler ensemble. C'est ce qui se fait tous les jours au niveau local. C'est tous les jours ce qui se fait entre les collectivités. Enfin voilà, là-dessus, on réinvente rien. On fait un peu de communication. Oui, ça fait pas de mal. On fait de la communication. Mais qui va les payer? Effectivement, ça nous ramène à notre sujet de cet argent. Qui payera de la même manière qui payera les uniformes. Oui, mais ça nous ramène à... Non, mais alors les uniformes, je suis désolée, je reviens à la responsabilité individuelle et au rôle de l'État. Les parents vêtissent leurs enfants. Excusez-moi. Ils les nourrissent aussi. Qui paiera l'uniforme? Ils acheteront moins peut-être d'autres vêtements, voilà, et ils investiront dans un uniforme, un t-shirt, comme disait le président. Là, du coup, c'est vrai, un t-shirt blanc, par exemple. Alors on dira, la lessive, ça coûte trop cher, il faut que ça salit trop vite. Non, ça suffit. C'est aux parents de payer l'uniforme. Oui, non, mais je voulais qu'on élargisse au sujet de quand on parle de dépenses publiques et de faire des dépenses avec les chéquiers des autres. Il y a eu un truc absolument énorme hier. C'est la question sur les transports et sur les tarifs uniques des transports dans les TER. Ça a été fait en Allemagne, mais en Allemagne, c'est l'État qui a payé. Là, en l'espèce, aujourd'hui, le coût des transports est assuré par les régions. Et donc, ça veut dire, si on fait un tarif unique, on demande à quoi? Aux régions de faire du déficit, de creuser du déficit, alors que dans le
même temps, l'État impose des réglementations interdisant d'augmenter les dépenses et interdisant de faire du déficit. Donc on est dans un truc totalement schizophrénique et où d'une certaine manière on fait des cadeaux avec le fric des autres. Et il y a un moment où ça devient assez compliqué. Ou alors, mais là encore, qu'est-ce que décide l'État ? Si l'État veut avoir une politique de gratuité ou de tarif unique dans les transports, est-ce qu'il est capable de le financer ? Je rappelle juste qu'on est à 3 000 milliards de dettes, qu'aujourd'hui personne ne sait comment on va arriver à passer la loi de finances. Alors on nous reparle déjà du 49.3 parce que, et même au 49.3 on n'est pas sûr que ça arrive à passer, mais on a un problème budgétaire dans ce pays. Oui, enfin 48% de la dette est quand même détenue à l'étranger, il faut aussi le dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas maître de notre dette, qui plus est. Donc ça pose un vrai problème, contrairement aux Italiens ou aux Japonais, par exemple. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on est dépendant de créanciers qui sont des créanciers étrangers et qui peuvent refuser de prêter. Donc c'est quand même un vrai sujet. Aujourd'hui, on nous parle de souveraineté tous les jours, de souveraineté stratégique, mais on n'est pas souverain là-dessus. Donc c'est un vrai problème. Mais moi, je pense, si vous voulez, la question de la dépense publique pour Emmanuel Macron, c'est que il dépense parce que c'est le seul moyen pour lui de pouvoir encore continuer à tenir le pays socialement et politiquement. Il est, si vous voulez, un peu comme le cycliste qui est sur un fil, est obligé de continuer à pédaler parce que s'il s'arrête, il tombe. Donc la dépense publique, c'est la variable d'ajustement de la paix civile dans ce pays. Sauf qu'à un moment donné, la vérité des prix, on va devoir la payer. Mais je vous rejoins parfaitement, mais je pense qu'on n'a plus les moyens de le faire et on va arriver sur un projet de loi de finances en fin d'année où on fait dans une situation d'impasse. Et je rappelle, avec un risque de motion de censure. Que ce qui paie tout, qui finance absolument tout dans le pays, l'entreprise. Pas tout. Mais si, mais c'est qui est créateur de richesse ? Alors moi, je paye des impôts. On paye des impôts, quand on achète, on crée de la richesse. C'est l'entreprise, les impôts. C'est l'entreprise qui paie votre salaire sur lequel vous payez des impôts. C'est moi qui le gagne. Le seul créateur de richesse, on le rappelle pas, c'est les entrepreneurs, c'est nous tous, c'est vous qui nous écoutez. Oui. Vous êtes les seuls créateurs de richesse, salariés. Oui, mais quand on achète, qu'on consomme... c'est l'entreprise. C'est l'entreprise, oui, c'est l'entreprise. Si vous l'argent, mais c'est le capitalisme. En fait, oui, c'est le capitalisme. Oui, mais l'entreprise, là, elle est à bout de souffle parce qu'on la taxe énormément, on la pose de plus en plus et on comprend bien puisqu'ils n'ont plus d'argent. Et il faudrait quand même se remettre un peu en tête que c'est eux qui créent la richesse républicaine. Oui, absolument. Tous les jours, vous pouvez gagner un ballon de rugby grâce à Sud Radio. Qui le paie Sud Radio. Le ballon officiel Gilbert avec le logo Sud Radio, donc c'est toute la semaine. Vous pouvez gagner ce ballon qu'on vous enverra. On va l'attribuer à un auditeur et je vais le donner à Stéphane, qui est un fidèle auditeur. J'espère que ça lui fera plaisir et qu'il aime le rugby. Voilà, et toute la journée, toute la semaine sur Sud Radio, vous pourrez gagner des ballons de rugby. Puis on n'oublie pas évidemment que Sud Radio est la radio du rugby et que tous les soirs, le sport de ballon intelligent, 20h et 21h, sport de combat. Oui. Il y a des choses qui doivent changer dans un sport de combat avec un ballon. Moi, j'en ai fait 22 ans du rugby pour vous dire. Donc, et ça a changé. Ça n'a rien à voir. Quand j'ai commencé à l'école de rugby et quand je me suis arrêté. Enfin, non, d'ailleurs, je continue. Vous continuez, mais. J'ai arrêté pendant 2 ans parce que c'était très violent et que j'avais peur d'arriver le lundi matin au bureau. Je ne savais pas ça. Ouais, c'est devenu violent. Les chocs sont beaucoup plus violents qu'avant. Après, ça reste quand même un sport formidable. Voilà. Oui, mais c'est. Et Amélie Oudéa-Castéra va se pencher parce que ils sont de plus en plus forts et de plus en plus gros et qu'il y a un jeu d'affrontement. Les impacts sont très très forts et c'est vrai que quand vous êtes un petit numéro 9 entre guillemets, j'espère qu'il n'y a pas de numéro 9 qui nous écoute et qui rencontre la 3e ligne, les chocs peuvent être violents et vous avez eu malheureusement ces dernières années quelques drames sur les terrains de rugby. Oui, absolument. Je vous conseille la lecture du livre de Philippe Chauveau qui a perdu son fils de 18 ans, premier grand espoir, fracassé, dont la nuque a été fracassée entre 2 joueurs et qui se bat pour que les règles changent et qui est entendu par Amélie Oudéa-Castéra. Donc on a fait beaucoup d'efforts quand même sur la sécurité des joueurs. Donc voilà. Et on se retrouve nous demain et dans un instant c'est André Berkoff qui sera avec vous. Bonne journée.